Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour Oui, madame. bonjour, Oui, bien. bonjour madame. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, on va commencer. Alors, on va terminer la dialyse, hein. On n'a pas encore vraiment. Je voudrais revenir sur la dernière partie. D'accord, je vais partager avec vous le document. Alors, est-ce qu'on le voit ou pas? Je vais faire ça. Est-ce que on partage quelque chose ensemble ou pas? Oui, oui, madame. Madame. D'accord, vous voyez bien? D'accord, très bien. Donc, on avait vu que la dialyse pouvait servir à plusieurs choses. Tout d'abord, elle pouvait servir à changer le tampon d'une solution protéique, par exemple, à changer d'une manière générale, d'une manière générale, le milieu dans lequel se trouve notre protéine. Que ce soit le tampon, hein, que ce soit le pH du tampon, que ce soit la concentration en sel. Donc, on peut utiliser cette technique-là pour pouvoir changer le milieu dans lequel se trouve notre protéine. Donc, c'est une technique qui est simple et que lorsqu'on travaille bien, lorsqu'on travaille à bonne température, généralement la dialyse se fait à 4 degrés, on a la protéine qui reste stable et on a la manipulation qui marche bien. On peut changer le tampon, la nature du tampon, le pH du tampon, la concentration en sel du tampon. Nous avons vu également qu'on pouvait concentrer une solution de protéines d'une manière à ne pas la dénaturer. Il suffit dans ce cas-là d'utiliser des molécules qui sont hygroscopiques. Donc, c'est une bonne chose. Notre protéine, si on le fait à 4 degrés, même aux alentours de 0 degré, un peu au-dessus de 0 degré, il n'y a pas de souci pour la protéine, elle ne se dénature pas et on peut la concentrer. C'est très important de concentrer une protéine pour pouvoir la garder un peu plus longtemps, pour pouvoir l'utiliser concentrée, parce que souvent d'autres manipulations qui suivent cette dialyse, nécessitent que notre protéine soit concentrée. Troisième utilisation de notre technique de dialyse, c'est ce qu'on appelle la technique de dialyse à l'équilibre, c'est-à-dire on va étudier la fixation d'un ligand sur une protéine. Alors ces protéines-là, on l'a expliqué, ça peut être des enzymes, ça peut être un récepteur, ça peut être... Et les récepteurs, vous en connaissez, il y a différentes sortes de récepteurs, ça peut être un anticorps, etc. Donc, on peut utiliser cette technique. Alors maintenant, pour le dispositif expérimental de cette technique. Alors, on a vu pour la technique, pour les autres utilisations, on avait vu les dispositifs expérimentaux. Je reviens sur le dispositif expérimental. Pour les 2 premières utilisations, on peut utiliser ce dispositif. Il n'y a pas de souci. Le seul, surtout pour changer le milieu dans lequel se trouve notre protéine, le seul critère qu'il faut respecter dans ce cas-là, c'est que notre tampon, il doit être le tampon de dialyse, c'est-à-dire l'externe, hein, ici, il doit être très grand, un très grand volume par rapport à la solution protéique. Donc, ce milieu, le tampon
dialyse, le volume du tampon de dialyse doit être très élevé par rapport au volume de la solution protéique pour que notre protéine change de milieu, soit les sels qui vont être dilués ou éliminés, soit le tampon dans lequel elle va se trouver va être éliminé et remplacé par le tampon qui constitue le tampon de dialyse, et ainsi de suite. Maintenant, concernant l'utilisation, l'étude de la fixation d'un ligand sur notre protéine, eh ben, le dispositif est un peu différent. Le principe reste le même. Le principe reste le même, mais c'est un peu différent. Voilà, donc vous avez ce qu'on utilise, c'est deux compartiments. C'est comme tout à l'heure, vous aviez le boudin de dialyse, c'est un compartiment, et le tampon de dialyse, c'est un autre compartiment. Donc, c'est un autre compartiment, et là aussi, on a deux compartiments, mais ce qu'on utilise, c'est que vous avez le compartiment A et B qui sont de même volume, généralement, et ils sont séparés. La membrane semi-perméable, c'est au milieu se trouve. Elle sépare les deux compartiments. D'accord? Donc, ici, on va mettre, par exemple, la protéine. Et là, on va mettre le ligand qui est susceptible de se fixer sur notre protéine. Qu'est-ce qui va se passer? C'est le même principe, comme pour la dialyse de changement de tampon, changement de milieu. La membrane qui sépare les deux compartiments possède des membres, des pores, des trous, des petits trous qui vont laisser passer le ligand, et qui peut passer donc dans l'autre compartiment. D'accord? Alors, nous, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple de l'hémoglobine. Tout le monde connaît ce que c'est que l'hémoglobine. C'est une protéine qui peut être formée par 4 sous-unités et qui fixe l'oxygène. Elle fixe également d'autres molécules telles que le CO2 ou le biphosphoglycérate. C'est ce composé-là. Le biphosphoglycérate, ça, c'est ce que vous allez voir un petit peu dans la régulation du métabolisme au cours du deuxième semestre. Elle le fixe. Alors, pour étudier la fixation du biphosphoglycérate sur la déoxyhémoglobine, c'est l'hémoglobine qui n'a pas fixé d'oxygène. Alors, on veut monter cette courbe qu'on a vue la semaine dernière. D'accord? Et je vous ai dit la semaine dernière, pour monter cette droite expérimentalement, il faut faire plusieurs expériences. D'accord? Plusieurs expériences pour pouvoir avoir RL sur L, ici, c'est lié sur libre, en fonction de RL, c'est le ligand lié. Ici, c'est le ligand lié au récepteur sur le ligand libre, RL sur L, et ici, vous avez en fonction de RL. Pour monter cette droite, quand on fait des expériences, ça je vous l'ai expliqué, on ne va pas faire 2 points pour avoir une droite, il se pourrait qu'on fasse des erreurs, et généralement, on fait plusieurs points, minimum 5, 6 points différents. Alors, comment on va procéder? On va procéder de la manière suivante. On va utiliser 6 cellules de dialyse, c'est-à-dire les cellules de dialyse, ça c'est une cellule de dialyse qui comporte 2 compartiments, compartiment A et B. Pour étudier la fixation du biphosphoglycérate sur l'hémoglobine désoxygénée, qui n'a pas fixé de l'oxygène, on va prendre qui sont 6 cellules de dialyse, d'accord, qui sont donc constituées, comme on l'a dit, de 2 compartiments A et B de même volume. Ça, c'est important. Ça, c'est important par rapport à
la dialyse où on veut changer, où on veut diluer le milieu dans lequel se trouve notre protéine, c'est-à-dire diluer les sels, changer le tampon, enlever les sels et ainsi de suite. Dans les autres utilisations, on va prendre un tampon de dialyse qui est très grand par rapport au milieu, au volume dans lequel se trouve notre protéine. Là, c'est différent. On va prendre le même volume. Donc, le compartiment A et B contiennent un tampon et vous avez le même volume dans A et B. Donc, ici, c'est une application que je vais vous donner à faire, que vous allez faire chez vous. Vous me l'envoyez, c'est pas obligatoire, mais ceux qui veulent travailler peuvent me l'envoyer. D'accord? Donc, de même volume de 500 microlitres. Séparé, bien sûr, par une membrane semi-perméable. La cuve de dialyse est constituée donc de 2 compartiments séparés par une membrane semi-perméable. Le diamètre des pores de la membrane est choisi de telle sorte que des molécules dont le diamètre ou le rayon est supérieur à ce diamètre, je dirais dont le diamètre plutôt que le rayon, mais je préfère diamètre, est supérieur à ce diamètre, comme l'hémoglobine, ne peuvent franchir cette membrane. Donc, l'hémoglobine ici, elle est dans le compartiment A. Ici, il y a une membrane semi-perméable et donc l'hémoglobine ne peut pas traverser cette membrane. Elle ne peut pas se retrouver dans le compartiment B. Par contre, le biphosphoglycérate, lui, il va pouvoir, c'est une petite molécule dont le diamètre plus petite que le diamètre des pores. Donc, le biphosphoglycérate peut traverser la membrane. Donc, le compartiment A ne contient que l'hémoglobine à la concentration de 10 moins 5 molaires, donc vous retenez les valeurs, vous en avez besoin pour votre calcul, qui ne peut pas passer dans le compartiment B. Le compartiment B ne contient que le phosphore marqué, radioactif. Le phosphore 32, c'est marqué, le biphosphoglycérate, il est marqué sur le phosphore. Le phosphore qui est marqué, c'est du phosphore 32, à différentes concentrations initiales. D'accord? Donc, on prend la première cellule, puisqu'on a dit qu'on va prendre 6 cellules de dialyse différentes. On prend une première cellule, on met notre protéine à la concentration de 10 moins 5 molaires, à un volume 500 microlitres, et on prend le biphosphoglycérate marqué sur son phosphore, et on prend une première concentration. D'accord? On prend une première concentration et on laisse l'équilibre se faire, c'est-à-dire on attend plusieurs heures. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la chose suivante, à l'équilibre, vous avez, à l'équilibre de dialyse, quand l'équilibre de dialyse est atteint, quand les concentrations de biphosphoglycérate marquées sont les mêmes, libres. Là, je mets libre. D'accord? Ici. C'est libre. Quand la concentration du biphosphoglycérate libre, quand les concentrations du biphosphoglycérate libre sont les mêmes dans les 2 compartiments. D'accord? Donc là, c'est celui-là. Lorsqu'il est libre, là, ces 2 concentrations sont égales. Ils sont en équilibre. Donc, quand les 2 concentrations sont égales, eh ben, l'équilibre est atteint. D'accord? Cette première réaction, elle est régie par la loi d'action de masse que vous avez vue en chimie. C'est-à-dire, excusez-moi, c'est la deuxième réaction. Cette réaction-là se fait tout simplement par équilibre. Par équilibre. Et quand les 2 concentrations sont égales, on a l'échange ne se fait plus. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la cuve A? Dans la cuve A, eh ben, on a l'hémoglobine. L'hémoglobine, elle est
elle peut fixer le biphosphoglycérate. Donc, vous avez le biphosphoglycérate qui plus l'hémoglobine. Là, vous avez une réaction qui se fait, d'accord, qui se fait. Et cette réaction-là, par contre, elle obéit à la loi d'action de masse. Et vous avez elle est régie par une constante d'équilibre ou une constante KD ou une constante d'équilibre. On a expliqué ce que c'est la semaine dernière, la constante de dissociation et la constante d'association. La constante d'association, c'est égal à la constante d'équilibre. Et la constante de dissociation, c'est l'inverse de la constante d'équilibre. D'accord? Alors, le petit n, là, ça représente quoi? C'est le nombre, c'est juste pour vous rappeler un petit peu, mais on aurait pu ne pas le mettre, pour marquer le nombre de sites, le nombre de molécules qui vont se fixer sur le nombre de molécules de biphosphoglycérate qui vont se fixer sur l'hémoglobine. Alors, on avait vu qu'une protéine peut avoir un seul site de fixation, mais elle peut avoir plusieurs sites de fixation. Et on peut le déterminer par cette technique de dialyse à l'équilibre en faisant cette expérience et en traçant la courbe, en faisant la représentation de Scatchard. D'accord? Et le point qui coupe là nous donne n fois la concentration de l'enzyme, on l'a vu la semaine dernière, et on peut, en connaissant la concentration en enzyme, on peut tirer petit n, le nombre que chaque molécule protéique, dans notre cas c'est l'hémoglobine, combien de sites possède chaque molécule d'hémoglobine. Alors, donc, on a le libre. Dans le compartiment A, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve bien sûr du biphosphoglycérate qui est en équilibre avec le biphosphoglycérate dans le compartiment B, mais on trouve également du biphosphoglycérate qui est sous la forme liée, d'accord, qui est lié avec l'hémoglobine. Et ces deux-là, c'est une réaction qui est en équilibre, bien sûr, mais c'est pas le même équilibre qu'ici. Ici, c'est un équilibre de concentration, d'accord? C'est différent. Ici, par contre, c'est pas un équilibre de concentration. Ici, c'est un équilibre qui est spécifique à la réaction glycérate sur l'hémoglobine, d'accord? Donc, elle est régie par des constantes, elle est caractérisée par des constantes, constante d'association ou constante de dissociation. Alors, on lit, alors le biphosphoglycérate libre dans le compartiment, d'accord, dans le compartiment, on vient de le dire, dans le compartiment A, on trouve du biphosphoglycérate lié, c'est le terme RL, qu'on a exprimé la semaine dernière par RL, et on trouve également du biphosphoglycérate libre, c'est L. Et dans le compartiment B, bien sûr, il n'y aura que L, que le biphosphoglycérate libre. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai pas? La différence, donc la valeur de radioactivité du compartiment B moins la valeur de radioactivité du compartiment A, si on mesure la radioactivité totale du compartiment A, c'est ici. Alors, si vous mesurez la radioactivité totale du compartiment A, vous allez avoir la radioactivité du biphosphoglycérate, radioactivité du biphosphoglycérate lié. Donc, la différence, et si vous mesurez ici la radioactivité, ici,
Dans B, vous allez avoir la radioactivité qui est due au biphosphoglycérate. Cette radioactivité-là, dans le compartiment B, est égale à la radioactivité due au biphosphoglycérate libre, puisqu'on a dit que c'était la même concentration. Donc, si vous mesurez la totalité de la radioactivité là, et vous lui enlevez la radioactivité qui se trouve dans le compartiment B, il vous restera que la radioactivité ici. D'accord? Donc, vous avez RL. Et L, vous l'avez dans le compartiment B. Donc, vous avez une valeur de RL et vous avez une valeur de N. C'est pas suffisant pour tracer, pour faire la représentation de Skatcha. D'accord? Donc, il nous faut encore des points. Et on va refaire la même expérience, puisqu'on a dit qu'on prenait 6 cuves, 6 cellules de dialyse. On va prendre une deuxième cellule de dialyse. On va prendre une concentration initiale de biphosphoglycérate. Une concentration initiale de biphosphoglycérate pour la première expérience. On laisse l'équilibre se faire et on mesure. On mesure la radioactivité totale dans les deux compartiments et on tire, comme ce qu'on a fait pour la première expérience, on tire RL et L. On a un deuxième point, on refait la même expérience une troisième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois et peut-être une sixième fois. D'accord? Avec ces différents points, on peut tracer, en faire la représentation de Skatcha. Voilà. Donc, maintenant, je vous donne les valeurs, toujours pour à l'équilibre. Bien sûr, les cellules de dialyse sont placées à 4 et agitées doucement jusqu'à ce que l'équilibre de dialyse soit atteint. On récupère alors le contenu de chacun des deux compartiments des 6 cellules et on compte la radioactivité. 2, 3, 4, 5 et 6. 6 cellules que vous avez utilisé donc différentes expériences avec des concentrations initiales de biphosphoglycérate différentes. Donc, pour l'expérience numéro 1, vous avez la radioactivité dans le compartiment A, total, dans le compartiment A. Vous mesurez dans le compartiment B la radioactivité et vous l'avez ici. La même chose pour la deuxième expérience, c'est-à-dire l'expérience faite dans la cellule 2 et ainsi de suite. Donc, vous tirez, vous faites d'autres lignes, d'autres colonnes, plutôt d'autres lignes, et vous calculez RL pour chaque expérience et RL, et ensuite une troisième ligne horizontale avec RL sur L. Pourquoi? Parce que la représentation de Skatcha, vous allez faire RL sur L en fonction de RL. Alors, décrire cette expérience, bon, on l'a décrite, hein, décrire, mais ça ne vous fera pas de mal de redécrire cette expérience. Que contiennent les compartiments A et B respectivement au temps zéro et à l'équilibre de dialyse? Comment s'assurer que cet équilibre de dialyse est atteint? Bon, vous pouvez essayer de répondre à cela, on verra. En utilisant la représentation de Skatcha, déterminer le nombre de sites de fixation du biphosphoglycérate sur l'hémoglobine et la valeur de la constante de K indice D. Là, c'est pas indice, mais c'est K indice D. Alors maintenant, la difficulté de cet exercice, c'est d'avoir les concentrations molaires. D'accord? La concentration molaire de l'enzyme, vous l'avez. On va revenir un petit peu avant. Ouais, c'est là. Le volume, vous l'avez. Le volume ça aussi, il faut tenir compte. C'est 500 microlitres. C'est 0,5 ml ou 0,5, 10, moins 5, moins 3
litres et vous avez la concentration de votre protéine qui est de 10-5 molaires. D'accord? Maintenant, il faut que les concentrations de L, de RL et de M, vous les exprimiez à partir de ces désintégrations. C'est DPM, c'est désintégrations par minute. D'accord? Que vous fassiez la conversion de ces DPM en concentration. D'accord? C'est ça la difficulté qu'il y a. Parce que le reste, je l'explique. Alors, je vous dis que le biphosphoglycérate marqué au phosphore 32, il possède une activité de 1,5 curie par mol. D'accord? Et que on vous dit également, que une curie, c'est égal à 2,2 10 puissance 12 dpm. Donc, il suffit de convertir le curie en dpm, déjà, vous convertissez le curie en dpm, et vous avez le nombre de dpm par mol. D'accord? Et vous faites une règle de 3. Vous avez la 4050 dpm, vous faites une règle par 3 par or, et vous avez 2,2 10 puissance 12 dpm que multiplie 1,5, ça vous donne le nombre de dpm par mol, pour une mol. Et là, vous faites une règle de 3, 4050 dpm, ça correspond à combien de mol, tout simplement. D'accord? Est-ce que c'est compris? Vous suivez là ou vous êtes endormi? Est-ce que vous suivez toujours, oui ou non? Oui, madame. Oui, vous êtes là. Rassurez-moi, de temps en temps, dites-moi oui, on suit, et faites un peu de bruit, d'accord? Parce que moi, je vous vois pas puisque je mets les deux écrans. Oui. Alors, ensuite, d'accord. Que vous réfléchissiez un petit peu à cet exercice, c'est tout simple, c'est simplement une conversion ici. Vous allez convertir ces dpm en mol, en molarité, d'accord? En tenant compte que vous avez un volume de 0,5 millilitres, d'accord? D'accord? Il faut convertir en concentration molaire. Donc, c'est un petit exercice qui n'est obligatoire, mais ceux qui veulent le faire, bien sûr, vont le faire. Ça leur fera du bien pour leur examen et vous pouvez donc me le transmettre. Voilà ce que j'avais à vous dire pour pour la dialyse. Est-ce qu'il y a des questions sur la dialyse auxquelles vous voudriez que je réponde? Non? Tout est clair? D'accord. Donc, je vais arrêter le partage. Bon, ça, échanger. Voilà. Madame, Oui, qu'est-ce que ça veut dire AS, l'abréviation qu'il est dans les données? c'est l'activité spécifique de la radioactivité. Hein. C'est pas la même chose que l'activité spécifique des enzymes. Ça n'a rien à voir. C'est l'activité de la radioactivité d'un composé donné. Ah, d'accord, madame. Merci. D'accord. Donc, mais moi, je vous invite un petit peu à rechercher des choses
à compléter si vous ne comprenez pas quelque chose, bien sûr, vous pouvez me poser des questions, mais vous pouvez compléter par des petites recherches. Madame, Oui. le DPM, c'est une unité. Et ça mesure l'intensité de la radioactivité. C'est le nombre de désintégrations par minute. Vous n'avez jamais fait en SA un peu de la radioactivité? Ou en chimie? Ou en physique? Oui, Oui, vous avez fait. Est-ce que vous avez fait dans votre programme, oui ou non? Oui, madame. Ouais, et alors? Attendez, parce que je vois plus vos affichages. Alors, si vous avez des questions, vous me les posez oralement, parce que j'ai plus le. Voilà, donc on va maintenant s'intéresser à notre troisième technique, qui est ce qui sont les techniques d'extraction. Alors, l'extraction, vous en faites tous les jours, hein, quand vous préparez votre café ou quand vous préparez votre thé, tous les jours. Je pense que tous les jours, vous buvez un café ou du thé. Vous faites une extraction, c'est-à-dire vous passez de l'eau chaude sur le thé ou sur le café et vous extrayez des composés qui vont être solubilisés par l'eau chaude, d'accord, qui sont solubles dans l'eau chaude. Vous allez les faire passer, de la poudre ou des grains de thé, de la poudre de café ou des grains de thé dans votre solution, dans votre eau chaude. Vous faites une extraction. Alors, vous extrayez quoi? Vous extrayez des arômes du goût qui sont contenus, par exemple, dans les feuilles de thé ou bien qui sont contenus dans les grains de café. Donc, on dit on a fait une extraction des colorants et des arômes du thé. Sans le savoir, mais vous faites une extraction des colorants et des arômes du thé ou du café par un solvant qui est l'eau chaude. Alors, si on définit l'extraction, c'est une extraction consiste à retirer, le mot scientifique, c'est extraire, à retirer une ou des espèces chimiques d'un milieu solide ou liquide. Donc, quand vous faites une extraction, vous préparez votre thé ou votre café, vous faites une extraction solide, liquide. D'accord? Alors maintenant, vous pouvez également, ça existe, on peut faire également une extraction liquide-liquide. Eh ben, ces extractions, on les utilise beaucoup dans les domaines, par exemple, l'industriel, de la dépollution, quand on veut enlever certaines odeurs, quand on veut enlever certains composés toxiques ou certains polluants, on fait des extractions. On peut l'utiliser également dans le domaine de la parfumerie quand on veut extraire des parfums. Donc, ce sont des techniques qui sont très utilisées. Alors maintenant, ce qu'il faut dire pour le solvant d'extraction,
il faut que ce solvant obéisse, il faut qu'il obéisse à 3 critères. Tout d'abord, l'état physique du solvant. L'état du physique du solvant, le solvant, bien sûr, l'eau, quand vous utilisez l'eau, elle est liquide. Et le solvant, il doit être liquide à la température et à la pression où on réalise notre extraction. Donc, ça, c'est le premier critère. Liquide. L'eau, c'est un solvant. D'accord? Il existe d'autres solvants qui sont des solvants organiques. Maintenant, deuxième critère, c'est la miscibilité du solvant. Le solvant doit être non miscible à la phase qui contient initialement le composé à extraire. Ça, c'est vraiment valable, surtout dans l'extraction liquide-liquide. Notre solvant, il ne doit pas se mélanger avec la phase qui contient les composés qu'on doit extraire. Sinon, vous ne pouvez pas faire d'extraction. Donc, notre solvant doit être non miscible à la phase qui contient initialement le composé à extraire. Maintenant, troisième critère, qui est peut-être un peu moins important que les deux premiers, c'est la solubilité. Le composé à extraire doit être très soluble dans le solvant. Dans le solvant, c'est-à-dire beaucoup plus soluble dans le solvant que dans le milieu où il se trouve initialement. C'est pas absolu. C'est un critère, c'est bien d'avoir un solvant dans lequel notre composé est très soluble. Mais s'il est juste moyennement soluble, on peut l'utiliser. Si on ne peut pas faire autrement, si on n'a pas d'autres solvants, on peut l'utiliser. Et dans ce cas-là, on peut répéter plusieurs fois l'extraction de manière à optimiser cette extraction, c'est-à-dire à augmenter la quantité du composé à extraire. Maintenant, je ne sais pas si… Maintenant, les caractéristiques physiques d'une espèce chimique, bien sûr, la masse volumique qu'on note rond, hein, non, rond, c'est ρ, c'est m sur v, c'est la masse que divise le volume. Avec la masse d'un échantillon de l'espèce chimique qui sont exprimés soit en kilos, soit en grammes. Et le volume, c'est le volume de l'échantillon, bien sûr, qui peut être exprimé soit en litres, soit en millilitres, ou la même chose pour ce qui peut être exprimé en kilos ou en grammes. Donc, la masse, si on regarde, la masse volumique va avoir une unité qui est en grammes par litre, tout simplement. Maintenant, la densité. La densité, c'est quoi? C'est à peu près la même chose que la masse volumique. La masse volumique de notre composé X que divise la masse volumique de l'eau. La masse volumique de l'eau, elle est égale à combien? Alors, oui. Madame, un Non. gramme, Combien? Madame, un 1. gramme par mètre cube. Un kilo? Non, je n'ai pas entendu. Répétez s'il vous plaît. 1 gramme par mètre cube. 1 gramme par mètre cube? Non. L'eau, combien elle pèse? 1 gramme par mètre cube? Alors, si vous prenez 1 litre d'eau, il va peser combien 1 litre? Vous n'avez jamais eu la curiosité
de regarder combien pèse un litre d'eau? 1 kilo. 1 litre d'eau, il pèse 1 kilo. Donc, 1 millilitre, c'est 1 gramme. Oui. Oui, mademoiselle. 1000 kg par mètre cube. Voilà, 1000 kilogrammes par mètre cube. Ça, je suis d'accord. D'accord? Donc, alors, si on divise la masse pour la densité, on est dans la densité. Si on divise la densité, c'est la masse volumique d'un composé X que divise la masse volumique de l'eau. La masse volumique de l'eau, c'est 1, est égal à 1. D'accord? C'est 1 kilo par litre. On a la densité, elle n'a pas d'unité puisque vous divisez en haut et en bas par la même unité, donc la densité ne prend pas d'unité. Et troisième chose qui caractérise un composé, bien sûr, c'est sa solubilité. C'est sa solubilité dans le solvant dans lequel il se trouve initialement, mais plus important encore, quand on fait une extraction, c'est sa solubilité dans le solvant avec lequel vous allez faire l'extraction. Il est important que votre composé X que vous voulez extraire soit quand même soluble dans l'extrait, dans le solvant d'extraction. S'il n'est pas soluble, vous avez beau extraire, vous n'obtiendrez rien du tout. Quand vous faites le café, vous allez vous passer l'eau chaude sur la poudre de café, eh bien, vous avez obtenu le café que vous buvez, il est tout noir, hein, tout marron, ben, vous avez fait une extraction. Pourquoi? Parce que les composés qui sont contenus dans le grain de café sont solubles dans l'eau. Donc, il est important de connaître la solubilité de notre composé dans l'extrait qu'on va utiliser, dans le solvant d'extraction qu'on va utiliser. Maintenant, l'extraction solide-liquide permet d'extraire par solubilisation les composés solubles à partir de matières solides à l'aide d'un solvant. Ça, c'est juste la définition. D'ailleurs, on l'a définie depuis tout à l'heure. D'accord? Donc, elle permet d'extraire par solubilisation. C'est les composés contenus dans le solide qui se solubilisent dans le solvant d'extraction et qui partent et qui restent donc dans le solvant d'extraction. D'accord? Donc, l'extraction liquide-liquide est une méthode de purification. On peut purifier de cette manière-là. On peut extraire un composé et ne pas extraire d'autres, comme l'extraction solide-liquide. Également, ça peut être une méthode de purification, mais c'est pas une méthode de purification fine. D'accord? C'est une méthode de purification basée sur la différence de solubilité d'insolubilité dans deux phases non miscibles. D'accord? Alors, vous avez un premier liquide dans lequel se trouve votre composé que vous voulez extraire. Il faut qu'il soit soluble. Il est donc soluble dans le premier liquide. Maintenant, vous voulez le faire passer dans un deuxième liquide. Bon, il est important, si vous voulez obtenir une bonne extraction, il est important que votre composé que vous voulez extraire soit plus soluble dans le tampon d'extraction, dans le solvant d'extraction que dans le liquide dans lequel il se trouve initialement pour que cette extraction marche bien. Parce que si votre composé n'est pas très soluble dans le solvant d'extraction, vous aurez juste une petite partie qui est extraite. Et vous devez refaire à chaque fois la même manipulation pour essayer d'extraire le maximum de votre composé. Parce que quand ça marche pas très bien, quand on a un solvant d'extraction où l'autre composé est très peu soluble, là, on refait plusieurs fois la manipulation. Alors, la question que vous devriez vous poser, c'est normalement, pourquoi on va passer un composé du premier liquide vers un deuxième liquide, à votre avis?
Madame, pour purifier. Oui, ça peut être une raison, comme on l'a dit, pour essayer peut-être d'extraire juste. On sait que dans le premier solvant, il y a des composés qui nous contaminent, le composé qu'on peut, qui nous intéresse, hein, le composé qui nous intéresse. Et on sait que les autres composés, par exemple, ne sont pas très solubles dans le solvant d'extraction et que notre composé est très soluble dans le solvant d'extraction. On peut utiliser ça. Oui, je suis d'accord. Est-ce qu'on peut est-ce que vous voyez une autre chose? Non? Et par exemple, on veut, votre composé se trouve dans une phase aqueuse et vous voulez récupérer votre composé. Comment vous faites? Vous avez, par exemple, un composé qui est dissous dans l'eau. Madame, on chauffe. On chauffe, d'accord. Mais je vous dis, moi, par exemple, votre… protéines. Comment? Allez-y, allez-y. Je n'ai pas bien entendu. Le chauffage, madame, Regardez. dénaturé. Oui, mais on n'est pas toujours dans les protéines. On a oublié de dire, on a dit espèce chimique. Espèce X, D'accord? oui. Voilà, espèce chimique. Ça peut être un composé X, du glucose, un acide aminé ou peu importe, ou un produit chimique. D'accord? Alors, si on chauffe, qu'est-ce qui risque de… La même idée que vous avez dit là, mademoiselle. C'est on risque de dénaturer notre composé. Voilà, on risque de le détruire, notre composé, notre produit chimique, si vous chauffez. Bien sûr, l'eau va s'évaporer et vous risquez. Par contre, si vous prenez un liquide, le deuxième, le solvant d'extraction qui est un solvant organique. D'accord? Et votre composé qui se trouve dans le premier solvant, aqueux, par exemple, le solvant aqueux, et votre solvant, il va passer dans le solvant organique, et le solvant organique, il peut s'évaporer facilement. Oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, madame. Si vous laissez par exemple de l'acétone, c'est un mauvais exemple, mais juste pour vous montrer. L'acétone ou l'alcool, si vous prenez l'alcool, vous laissez ou l'acétone, puisque vous utilisez sûrement de l'acétone, vous laissez le bouchon vert, est-ce que vous allez garder votre solution? Elle va s'évaporer. D'accord? Donc, votre acétone, Hein? Comment, mademoiselle? Donc, votre acétone, il risque de… Voilà, et il s'évapore à température ambiante. Et c'est ça qui est intéressant dans une extraction, lorsque votre composé, le composé chimique, se trouve dans le premier liquide, qui est aqueux, et vous voulez l'extraire, vous le faites passer dans un deuxième solvant, qui est un solvant organique, d'accord, dont la température d'évaporation est faible, du moins bien inférieure à cette température, bien inférieure à la température d'évaporation de l'eau. D'accord? L'alcool, il s'évapore à température ambiante. On appelle la température d'ébullition. Il mettra un peu de temps et il va s'évaporer. On verra quelques exemples de température tout à l'heure d'évaporation. D'accord? Donc, là, vous n'allez pas chauffer très fort, alors que dans une phase aqueuse, vous allez chauffer très fortement, vous allez chauffer à 100 degrés pour que l'eau s'évapore. Et en chauffant à 100 degrés, vous risquez d'abîmer le composé que vous voulez extraire. Bien sûr, le deuxième liquide, il doit être non miscible. D'accord?
Vous savez ce que c'est que non miscible, messieurs, dames, mesdemoiselles? Est-ce que vous savez ce que c'est? Non miscible. Deux liquides qui sont non miscibles. Oui. Il ne se mélange pas. Madame, Voilà. mélange pas. Donnez-moi des exemples de liquides non miscibles. L'eau et l'huile. L'huile et l'eau. Voilà, l'eau et l'huile. Voilà. Oui. L'eau et l'huile, vous L'eau mélangez. avec l'huile. Comment? L'eau et l'huile, vous mélangez, ça forme des gouttelettes, puis après, ça se sépare. C'est deux solvants qui ne sont pas miscibles. D'accord? Donc, c'est important. Ça, c'est très important dans l'extraction, c'est l'utilisation de deux solvants qui sont non miscibles. Là, vous avez les différents solvants qu'on utilise. Par exemple, l'acide acétique. Si vous prenez l'acide acétique, alors en blanc, c'est les solvants qui sont miscibles ensemble. D'accord? Par exemple, si on prend, qu'est-ce qu'on prend? L'eau. On prend l'eau. Ce qui nous intéresse, elle est là. Vous voyez la flèche? Donc, vous prenez l'eau et je regarde le solvant qu'on peut utiliser pour une extraction. Dites-moi. Alors, lisez, dites-moi, quel solvant peut-on utiliser pour extraire un composé qui se trouve dans l'eau? C'est pas visible, madame. D'accord. Invisible. En tout cas, je vais vous envoyer le diaporama quand même parce que je ne l'ai pas encore fait. Ça vaut. Alors, si je regarde l'eau, en noir, c'est les solvants qui ne sont pas miscibles entre eux. Et en blanc, c'est les solvants qui sont miscibles. Alors, si vous prenez l'eau, je regarde, elle est miscible. Elle est miscible avec l'acide acétique. D'accord? C'est un blanc. Ici, c'est l'acide acétique. Elle est miscible avec l'acétone. D'accord? Par contre, elle est non miscible avec le benzène. D'accord? Le benzène, elle est non miscible avec le butanol. Elle est non miscible avec le chloroforme. L'eau n'est pas miscible avec le chloroforme. D'accord? Donc, quand vous avez un composé qui est contenu, qui se trouve dissous dans l'eau, et que vous voulez faire une extraction, eh ben, les solvants que vous pouvez utiliser, par exemple, c'est ceux-là qui sont noirs. Alors, comment faire votre choix parmi ces différents solvants? Alors, comment choisir un des 5? Quels sont les critères pour choisir un là, il y en a combien? 7 solvants. Quels sont les critères pour choisir un des solvants ici, à votre avis? Les densités, madame. La température. La température de quoi? Densité, il faut la connaître, d'accord? Mais ce n'est pas un critère de choix. Il faut juste connaître. D'accord? On expliquera ça tout à l'heure. Donc, la température, c'est quoi la température? Dites-moi un peu plus sur ça. La température d'évaporation, madame, ou bien d'ébullition? Oui, elle ne doit pas être très élevée. D'accord? Elle ne doit pas être très élevée. Pourquoi? Pourquoi? Parce que une fois, On risque de dénaturer. voilà, une fois que votre composé est extrait, il se trouve dans la phase organique, vous voulez enlever le solvant et récupérer. Eh bien, il ne faut pas beaucoup chauffer. D'accord? Autre critère, encore plus important. La miscibilité. Il faut que… non, là, on a choisi… Déjà, ils sont non miscibles. Vous voyez là? Ça, c'est le premier critère, bien sûr. Mais là, déjà, au départ, on a pris des solvants qui sont non miscibles dans l'eau. Voilà, les 7 là. C'est-à-dire, c'est le benzène, c'est le butanol, c'est le chloroforme
le cyclohexane et acide de bon, c'est à l'envers, j'arrive pas à lire, mais d'accord. Déjà là, non miscibles, ils sont non miscibles puisqu'on n'a pris que les carreaux noirs, d'accord. Mais autre critère, allez, on l'a La dit tout à solubilité, l'heure. madame? La solubilité? Oui, la solubilité de notre composé dans ces solvants. Il faut que notre composé soit soluble dans ces solvants. Et autre critère auquel on ne l'a pas dit encore, on a parlé de la température, de la non-miscibilité, on a parlé de la solubilité, la solubilisation de notre composé dans le solvant, mais quoi encore? Le coût, Madame, madame, pas qu'il soit cher, madame, le Oui, solvant. allez-y. Il ne faut pas qu'il soit Cher, madame. cher, ça peut être ça, mais ça c'est autre chose, d'accord? Bien sûr, quand on travaille dans l'industrie, il faut optimiser, d'accord? Oui. Mais plus important encore non chargé. que le prix. La Non Non chargé. chargé, mais les solvants ne sont pas chargés, mademoiselle. Madame, pour un Les solvant, solvants organiques. pour éviter les inconvénients, par exemple. Quel inconvénient? Allez, dites-moi La les toxicité, inconvénients. madame. Voilà, Doit pas c'est être ça que je toxique. cherchais. Voilà. La toxicité, il faut que voilà, oui. Il faut que notre solvant ne présente pas d'inconvénients pour la santé. Ça, c'est très important. Ou du moins, le minimum d'inconvénients. Donc, il faut, quand on va faire une extraction, on va faire attention à tout ça, à tous ces critères. Et lorsqu'on ne peut pas faire autrement, on utilise ce solvant-là en prenant toutes les précautions. D'accord? Voilà. Donc, là, vous avez des solvants d'extraction. Par exemple, ici, l'acétate d'éthyle, vous le voyez, l'acétate d'éthyle, vous avez la température d'ébullition en degrés Celsius. D'accord? C'est là, 77. Donc, ça commence à bouillir, de passer de la phase aqueuse à la phase vapeur gazeuse à 77. Le cyclohexane à 81, le dichloroéthane 83, dichlorométhane 40, d'accord, c'est très bas, éthyléther 35, là il suffit de le poser sur la paillasse et puis après il n'y a plus rien, l'hexane 69, le pentane 36, le toluène 111, le dichloroéthylène 86, d'accord? Voilà. Donc, vous avez le choix, vous regardez, tout ça, il faut le voir quand on utilise un tampon d'extraction. Alors, tout à l'heure, une de vos camarades a parlé de la densité. La densité, bon, c'est pas un critère qu'on choisit, mais il faut le savoir. Il faut connaître pourquoi à quoi va servir cette densité, à votre avis? À quoi elle va servir? La connaissance de la densité d'un composé. Votre avis? Pour avoir la miscibilité. Non, la non-miscibilité, ça c'est un critère au départ. On ne peut pas faire autrement que de choisir deux solvants non miscibles. Ça c'est le premier critère. Mais à quoi ça va servir de connaître la densité? Alors, pas de réponse? Afin de l'éliminer. Non, tout simplement, c'est de savoir lequel des solvants se trouve en bas et lequel se trouve en haut. Tout simplement parce que vous avez des solvants qui n'ont pas de couleur. D'accord? L'éthanol, l'acétone, c'est blanc comme l'eau. Alors, comment savoir lequel est en haut? Bon, l'acétone et l'éthanol, c'est des mauvais exemples parce qu'ils sont solubles dans l'eau, donc je les élimine. Mais par exemple, le cyclohexane, tout ça, c'est des composés qui sont incolores. Et l'éther est incolore, il a la même couleur qu'un solvant, par exemple, que l'eau. Oui.
Madame, on peut Oui, savoir par la densité. oui, bah, tout simplement, si on a la densité, vous allez avoir savoir lequel qui sera en bas et lequel qui sera en haut. Quand vous Madame, mélangez, oui, allez-y, Madame, mademoiselle. le moins dense reste à la surface. Le moins dense, c'est celui qui est en haut, bien sûr. Quand vous Oui. mélangez, vous m'avez donné tout à l'heure l'exemple de l'eau et de l'huile. Vous mélangez, ils se séparent qui est en haut, qui est en bas. L'eau en bas et le L'huile, en haut. c'est l'eau, En c'est en haut. bas. L'huile est en haut. Et pourquoi? L'eau est en bas. Parce que la densité de l'eau est égale à 1 et la densité de l'huile est aux alentours de 0,9. Ça dépend des huiles, mais c'est inférieur à la densité de l'eau. D'accord? Donc, l'huile va se retrouver au-dessus. Celui qui a la densité la plus faible va être au-dessus. Et celui qui a la densité la plus forte va se trouver dans la phase inférieure. Par exemple, ici, ça, c'est inférieur à l'eau. Ça aussi, ça, c'est supérieur à l'eau. D'accord? Vous avez des solvants parce que les étudiants oublient toujours qu'il y a des solvants aussi qui ont des densités qui sont supérieures à celles de l'eau. Donc, ils peuvent se retrouver en bas. Il ne faut pas oublier ça, parce qu'ils partent toujours avec les critères que l'eau va se retrouver en bas. Non, ça dépend de la densité. Et c'est important de connaître la densité. Phases qui ont la même couleur, comment séparer les deux phases. D'accord? Donc, c'est important de connaître. Mais ça ne fait pas partie des critères de choix. C'est ça qui est, parce que toujours vous me répondez dans les examens, les critères de choix, la densité. Il faut connaître la densité, ça c'est important. Mais ça ne fait pas partie des critères de choix d'un solvant. Les critères de choix d'un solvant, c'est la non-miscibilité, d'accord? C'est que notre composé qu'on veut extraire, il doit être soluble dans ce solvant et de préférence plus soluble dans ce solvant que dans la phase initiale, c'est-à-dire par exemple la phase aqueuse. Troisième critère, il ne doit pas être très dangereux. Ça, c'est tous les solvants présentent des inconvénients, mais il faut choisir celui qui en présente le moins. Alors, l'avantage, vous avez les avantages de ces solvants-là. Bon, par exemple, l'acétate d'éthyle possède un bon pouvoir de solubilisation. Les inflammables, difficiles à éliminer, modérément, pas difficile. Le cyclohexane, il est peu toxique, facilement inflammable, donc faire attention à ne pas travailler à côté d'une flamme ou d'un feu. Vous avez le dichloroéthane qui est peu inflammable, modérément toxique, vapeur irritante, donc il faut se protéger tout simplement. Ici, vous avez le dichlorométhane qui est facile à éliminer. Tous ceux-là sont faciles à éliminer vu leur température d'ébullition, d'accord? Là, le dichlorométhane peut être nocif. Là, vous avez des solvants qui sont très inflammables. Voilà. Donc, il faut connaître un petit peu, quand on veut faire une extraction, il faut avoir une idée de ce que peut nous apporter notre solvant organique, notre solvant d'extraction. C'est-à-dire, il faut savoir, bien sûr, sa température d'ébullition, sa densité. Il faut savoir, bien sûr, parmi les critères de choix, on les a définis tout à l'heure, non miscible au solvant initial, et ainsi de suite. D'accord? Voilà, on passe. C'est bon? On passe. Voilà, donc ça, tout ça, on l'a dit. L'extraction consiste à faire passer un produit d'un solvant dont il est difficile à séparer, c'est-à-dire que notre composé, on ne peut pas l'avoir facilement, on ne peut pas l'avoir éliminé l'eau et récupérer notre composé.
on veut le faire passer à un autre solvant dont il sera facilement isolable. Par exemple, un solvant organique. Alors, l'extraction est d'autant plus efficace que la substance à extraire est plus soluble dans le solvant d'extraction que dans son solvant original. Alors, quand elle n'est pas très facile à extraire et qu'on n'a pas d'autre choix que ce solvant-là, eh ben on refait plusieurs fois l'extraction. On peut refaire plusieurs fois et on améliore de cette manière-là le rendement de l'extraction. Madame, on n'a pas Alors, le il y a des partage de questions. l'écran. Madame, le partage Il de est l'écran. parti le partage? Il n'est plus partagé, Oui. madame. Oui. D'accord, attendez, parce que ça part tout seul. Je ne comprends pas pourquoi ça part tout seul. On va essayer de partager maintenant. Voilà. Mhm. Ça vient? C'est bon là? Pas encore, madame. Ça va venir. Vous me dites. Dès que vous le voyez, vous me dites. Encore là? Pas encore, Pas madame. encore. Alors, non, ça ne marche pas. Attendez, j'arrête et je refais encore une fois. Alors. Est-ce que ça partage ou pas encore? Pas encore. Pas encore, madame. Pas Non, encore. pas encore? Non, pas Il y a encore. un souci. Il y a un souci. Non, il y a un souci quelque part. Je sais pas où. Parce que chez moi, ça partage. Hein. Bon, c'est pas grave. Là, il nous reste 10 minutes. On peut s'arrêter là. On continuera donc la semaine prochaine. D'accord, madame. Voilà, D'accord, comme ça, madame. on ne sait jamais. Voilà. D'accord, Donc, madame. D'accord, Merci. madame. OK. On fait. Alors, je vous donne mon adresse mail Alors, juste, je la donne, mais juste pour que vous m'envoyiez si vous le faites, hein. Si vous le faites, Madame, l'écran est partagé. Madame, l'écran est partagé maintenant. ça partage là? Oui. D'accord. Ça met du temps. C'est peut-être la connexion l'après-midi et la connexion. Alors, je vous donne mon adresse mail à utiliser juste pour le travail, pas pour autre chose, pas pour des messages, s'il vous plaît. D'accord? Alors, voilà, je vous envoie mon adresse mail. Si D'accord, vous faites madame. votre travail, vous pouvez me l'envoyer. Voilà. D'accord. Donc, là, on va arrêter. Donc, on se voit mercredi prochain. D'accord, madame. Merci beaucoup. Et comment dire, il y aura sûrement TD la semaine prochaine, je vous D'accord, préviendrai. madame. Hein. S'il y a TD, je vous envoie les liens. Voilà. Allez, bon week-end, au revoir. Merci à vous aussi, madame. Merci, madame. Au revoir. Au revoir.